Bonsoir à toutes et à tous, et donc bienvenue à la Maison du Jouet Rustique de Joy. Merci d'être venus pour accueillir notre invité de prestige, l'écrivain Joseph Pontus, qui est avec nous pour tout le week-end, dans le Lot-et-Garonne pour tout le week-end. Donc, je voudrais commencer par remercier Joseph d'avoir accepté, d'avoir répondu positivement à l'invitation. Il y a déjà de longs mois, du coup il y a une certaine impatience. Et puisque j'en suis aux remerciements, je voulais prolonger donc ces remerciements envers Joseph par ceux envers Christine, le ménager, qui tout le week-end va héberger gracieusement Joseph et qui permet par ce geste de faire économiser de précieux deniers au budget animation de la bibliothèque et donc de pouvoir mener d'autres projets. Donc merci Christine et merci également particulièrement à Laurence et Michel de la librairie Livresse qui aussi sont souvent présents à nos côtés pour les animations et auprès de qui vous pourrez acheter les livres de Joseph à la fin de notre soirée pour vous les faire dédicacer. Un petit retour sur le programme de notre week-end. Il a commencé hier au cinéma L'Utopie de Sainte-Livrade avec la projection du documentaire Entrée du personnel. Ceux qui l'ont vu parmi vous ont pu établir clairement le lien entre le film et le livre. Et Joseph, de son côté, a commencé son week-end à Nérac pour une rencontre avec des lecteurs et notamment une rencontre autour de Thierry Mess, poète maçon lot-et-garonnais. Oui. On a commencé à Toulouse mardi, ouais. Pour une rencontre avec Michel Cloup et Mieux-Sec. Mercredi, j'étais à Saint-Antonin-Nobleval, au Tracteur Savant. Très belle librairie aussi. Et hier à Nérac. Hier à Nérac. Donc c'est pas le week-end, c'est un gros week-end. C'est un très gros week-end. Grande semaine qui va se prolonger, puisqu'après notre soirée, Joseph sera demain matin à la librairie Livresse à partir de 10h, pour celles et ceux qui auraient envie de prolonger l'échange ou de conseiller à des gens d'aller lui parler. Donc demain matin à la librairie Livresse, et on terminera notre week-end demain soir, ici même, à partir de 19h, avec une auberge espagnole littéraire. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont familiarisés avec l'idée. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe c'est de venir avec de la nourriture, avec des choses à manger et à boire, et aussi de venir avec des livres, et en même temps qu'on mange et qu'on boit, qu'on partage tous ensemble des plats, eh bien on partage nos lectures des dernières semaines, des derniers mois, parler de livres qu'on a aimés ou pas, et finalement essayer de faire des... surtout si on peut faire sur le ou pas, parce qu'il n'y a pas de livre que j'ai pas aimé. Donc, c'est beaucoup plus rare, finalement, les coups de gueule, mais c'est pas interdit, et ça peut faire du bien. C'est arrivé. En tout cas, des avis contradictoires sur des livres. Ouais, mais il vaut mieux prendre son temps à parler des bouquins qu'on aime. Voilà, il y a tellement de livres qu'on aime qu'il faut en perdre le moins possible. C'est quand même beaucoup plus productif que de parler des bouquins qu'on n'aime pas. Non, mais il y a des bouquins qui ont un succès qui n'est pas forcément mérité. C'est ça, quelquefois, les coups de gueule qui ont été. C'est de dire, c'était ça, surtout. Donc, demain, vous passez votre après-midi à cuisiner et à préparer votre intervention pour défendre vos livres face aux autres participants, intervenants. Concernant le programme de notre soirée, moi j'ai prévu 10 000 tonnes de questions. On n'arrivera pas à tout traiter, tout ce que je souhaiterais aborder, et l'idée c'est pas non plus que je monopolise la parole et surtout les questions, que ça soit un échange et que vous n'hésitiez pas à intervenir, à poser vos propres questions à Joseph, et que finalement cette soirée soit surtout la vôtre et que vous puissiez participer activement. On y va ? C'est parti ? Oui. Alors, une première question pour te lancer. J'aimerais que tu nous parles, s'il te plaît, de ton parcours avant la Bretagne. Finalement, de ta jeunesse, de tes études, de ta période à Nanterre. Finalement, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours avant la Bretagne ? Ouais. Déjà, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus.
Merci Romain pour l'invite. Merci Christine pour l'accueil. Michel et Laurence. Voilà, ça fait depuis janvier que le bouquin est sorti, que je fais le tour de France et d'Europe. On en parlera un peu plus tard. Et puis, ce qui est très très beau avec ma maison d'édition, La Table Ronde, c'est que elle accepte inconditionnellement toutes les demandes de rencontre et que c'est les premiers demandeurs qui sont les premiers servis. Et puis Romain a adoré le bouquin très très tôt. Et puis il y a des maisons d'édition, voilà, on va commencer à dire du mal avant demain, mais qui disent qu'il y a des endroits qui ne sont pas assez prestigieux ni assez vendeurs pour accueillir des livres et des auteurs, ce qui n'est pas le cas de La Table Ronde. Et du coup, on peut se retrouver à Pujol. Et je suis ravi, mais vous ne pouvez pas savoir, quoi. C'est super chouette. C'est super chouette. Du coup, comme tu m'y invites, je vais être obligé de parler un petit peu de moi. Je suis né en 78 à Reims. Je suis fils unique d'une maman célibataire, enfin, qui n'a jamais réussi à vivre avec un mari. Et du coup, comme je n'avais pas de frères et de sœurs avec lesquels jouer, selon le cliché absolu, mais c'est vraiment le cas, ma maman, elle a été auxiliaire puéricultrice toute sa vie. Donc, elle c'est quoi, tu dis? Auxiliaire puéricultrice. D'accord. Elle travaillait en crèche. Oui. Donc une petite prolo, quoi. Enfin, tu vois, rien de... Pas beaucoup de sous, mais elle s'est saignée pour me payer... l'école privée. Alors, du coup, je repense à la chanson de Sardou, hein, dans le Lot-et-Garonne, on bouffait les curés... les deux écoles, mais elle s'est vraiment saignée pour me payer l'école des jésuites. Et j'étais vraiment, dès le début, étant gamin, enfermé dans ma chambre avec mes amis les livres. Et c'est vraiment pas du tout une image, quoi. J'ai toujours été entouré de bouquins. Et je trouvais des potes dans les bouquins. Et il n'y avait qu'une matière où j'étais à peu près bon, c'était en français. En maths, c'était pas la peine. En histoire, j'étais nul. En géo, pareil. Mais en français, c'était vraiment bien, quoi. Et est arrivée l'adolescence. Et à l'adolescence, j'avais pas de sous. Donc, j'avais pas de mob. Je savais pas jouer de la musique. Et en plus, j'avais pas mal de boutons sur la gueule. Donc, pour draguer les filles, c'était même pas la peine, quoi. Et j'ai trouvé qu'un moyen de draguer les filles, c'était de leur écrire des lettres d'amour. Et des fois ça marchait, donc j'étais content. Des fois ça marchait pas, donc j'étais pas content. Et quand ça marchait, généralement elle me larguait au bout de 2 ou 3 mois, parce qu'elle se rendait compte que le mec qui écrivait n'était pas aussi bien que le mec qui n'arrivait pas à leur parler. Parce que j'arrivais plus à parler en écrivant que... Et donc, j'écrivais, et puis une de mes profs de français m'a dit, fais une prépa littéraire, c'est le seul truc que tu peux faire a priori de ta vie, quoi. Ce que j'ai fait, ça se passait bien en français, le reste ça se passait pas bien, mais c'est pas grave. Et puis, je me suis retrouvé à être écrivain public dans un centre social d'un quartier populaire de Reims. Donc j'écrivais des lettres pour les... familles dans le besoin qui ne savaient pas qu'elles soient réfugiées ou en situation d'illettrisme. Et en même temps, je faisais du soutien scolaire pour les gamins du quartier. Et dans ce centre social, il y avait un éducateur qui passait régulièrement pour voir aussi et pour aider les familles. Et il m'a dit, tu veux faire quoi comme boulot? Je lui ai dit, je ne sais pas. Et il m'a dit, pourquoi tu ne passerais pas le concours de travailleur social? J'ai dit, pourquoi pas. Et j'ai passé le concours d'éduc que j'ai eu. Je me suis retrouvé à faire mes études d'éducateur à Nancy. Et en tant qu'éducateur, c'est quasiment comme une formation en alternance, en fait. On doit faire la moitié de la formation de 3 ans sur des stages. Et tous mes stages, je les ai faits en rapport avec le langage. C'est-à-dire que j'ai bossé avec des demandeurs d'asile qui ne bossaient pas français. Et j'ai initié une bibliothèque dans le centre de demandeurs d'asile. Parce que les demandeurs d'asile, c'est un truc très compliqué, c'est que c'est généralement les gamins qui vont à l'école de la République, qui parlent français. Et les parents, eux, ne parlent pas le français.
Et quand tu reçois une lettre de l'administration qui dit ton statut de demandeur d'asile est refusé, c'est des gamins de 8 ans ou de 10 ans qui doivent traduire ça à leurs parents. Donc c'est un petit peu compliqué quand même. Et ça place les gamins dans une situation, pas dans une situation de môme, quoi, dans une situation de traducteur. Et donc le but du jeu de cette bibliothèque, c'était de faire en sorte que et les parents et les enfants viennent dans ce pays de littérature avec la littérature. Et j'ai fait mon dernier stage de formation d'éduc dans un institut pour jeunes sourds. Et là encore, il fallait travailler sur le langage. Parce que évidemment, moi j'arrivais en tant que mec ayant fait des études de lettres et au milieu de 300 jeunes sourds qui parlaient comme ça, en me regardant, en me montrant du doigt, en rigolant. Et il a fallu qu'on trouve un langage commun, quoi. Donc, pour moi, le travail social, c'est vraiment l'endroit où on peut le plus concilier l'intérêt politique au langage et à la littérature. C'est-à-dire qu'il faut, avec les gens avec lesquels on travaille, trouver un langage commun. Que ce soit des sourds, que ce soit des étrangers, que ce soit des grands autistes, avec lesquels aussi j'ai bossé, parce que le grand autiste, il ne parle pas, il ne parle pas la même langue, et il faut qu'on trouve une langue commune. Et ensuite, pendant une petite dizaine d'années à Nanterre, en région parisienne, avec des jeunes de cité, avec lesquels j'ai bossé, principalement sur des questions de délinquance, d'insertion, de recherche de boulot, de prison, de justice. Et voilà, faire en sorte que ces petits lascars et ces petits loulous parlent autrement qu'en disant wesh wesh je te nique ta mère, quoi. Parce qu'on est bien d'accord, wesh wesh je nique ma mère, mais c'est pas comme ça qu'on va avancer, quoi. Il ne s'agissait pas de leur faire lire Flaubert pour autant, même si j'ai offert quelques exemplaires de la Bovary ou de l'éducation sentimentale ou du Dumas, mais voilà, ma carrière d'éducateur a été marquée vraiment par ce rapport au langage et à l'écriture avec les gens pour lesquels je travaillais, quoi. Et donc y compris à les amener à l'écriture, ce qui nous amène à ce premier livre, Nous, la cité, que beaucoup d'entre vous probablement n'ont pas encore lu. Vous venez essentiellement pour le livre à la ligne. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre où presque tout est dit dans le sous-titre, où avec ces jeunes, on est parti de rien et on a fait un livre. Au départ, c'était un projet d'article pour le Canard enchaîné et ça a donné ce livre publié aux éditions Zone en 2012. Ouais, ça faisait 5-6 ans que je bossais à Nanterre. Et au fil du temps, au départ, je bossais avec des petits. Et puis, comme a priori, je bossais pas trop mal, les plus grands m'ont fait confiance. Et m'ont demandé à m'occuper d'eux. Et les plus grands de la cité, c'est vraiment des mecs entre 18 et 25 ans qui ont plutôt des problèmes de justice assez importants. Donc voilà, et puis j'écrivais par ailleurs dans un journal indépendant libertaire qui s'appelait Article 11 entre 2005 et 2012. Et pour ce journal, j'ai eu la chance de rencontrer, je pense que beaucoup connaissent sa plume, Jean-Luc Porquet du Canard enchaîné, qui m'a proposé de faire un article sur la police en banlieue. Et j'ai inclus les jeunes de banlieue pour qu'ils écrivent en me disant moi je pourrais écrire un article sur la police en banlieue, mais ce serait encore plus rigolo si les lascars qui la vivent au quotidien écrivent dessus, et ce serait encore plus intéressant parce qu'ils pourraient avoir une fiche de paye et payer leurs amendes, quoi, ou éventuellement présenter des garanties de représentation, comme on dit, devant les autorités compétentes. Et l'article a bien marché. Et puis j'avais eu 2-3 pistes avec la découverte et avec Zone. Et les quatre lascars avec lesquels je bossais se sont dit on est OK pour faire un bouquin. Donc ça nous a pris 2 ans d'écriture.
Sur les 4, il y en avait un qui était en attente de procès, il y en avait un qui était en tôle, il y en avait un qui venait de sortir de tôle, et il y en avait un qui n'avait jamais eu aucun souci avec la justice. Et voilà, les différents contrats, les différentes rencontres leur ont permis de s'en sortir à leur manière, chacun. Le bouquin est sorti en septembre 2012. Il a bien marché à l'époque. Puis ce qui était bien, c'est qu'on avait tous les professionnels de Nanterre derrière nous, donc de Pôle emploi, de la mission locale, de la maison d'arrêt, du tribunal. Donc ça a été vraiment chouette. Et puis 6 mois après la sortie du bouquin, les 4 gars ont trouvé des boulots parce que ils ont appris à parler, ils ont appris à s'habiller pour aller dans des rencontres avec des gens, ils ont appris à lire des livres et ils ont un peu appris à écrire. Et l'objet de ce bouquin, c'est aussi de raconter comment, quand on a quitté l'école à 14 ans et qu'on a a priori pas d'autre perspective que de vendre du shit dans des halls d'immeubles, on peut se saisir de l'écriture pour s'en sortir. Et donc, tout allait bien. On était en 2012. Et puis, je change de boulot. Je me retrouve à bosser en tôle. Je me retrouve à bosser comme contractuel de la fonction publique à la mairie de Nanterre. Et une femme que je connaissais depuis 15 ans me dit si tu veux, viens, je t'attends en Bretagne. Et alors là, j'étais pépère dans ma petite maison. Et puis les aléas d'une vie font que j'ai un petit peu hésité. Et puis je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le regretterai toute ma vie. Enfin voilà, une femme qui t'attend et qui t'aime, et qui te dit viens, on se marie. Donc plus que l'appel de la mère, c'est l'appel de l'amour. Ah, c'est l'appel de l'amour, c'est l'appel de l'amour, c'est l'appel de l'amour inconditionnel, quoi. Et donc je largue tout. Mais je largue tout, quoi. Enfin, appart, maison. Donc ça en 2013 ? Ouais, en 2013, ouais. Non, un peu plus tard. 2015. Tu as pris du temps. Comment ? Tu as pris du temps pour décider. Ah non, parce que le bouquin il sort en 2012, et puis après j'ai eu 3 ans de carrière un peu ailleurs. Donc non, Christelle m'appelle en mars 2015, et en avril, je lui dis j'arrive, quoi. Et je débarque à Lorient en septembre. Enfin, je passe les vacances avec elle juillet-août à Watt, et je pose les cartons en septembre. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire de tout quitter par amour, quoi. Enfin, c'est un peu la plus cinglée, mais si je l'avais pas fait, j'aurais regretté toute ma vie. Enfin, tu vois, t'aurais eu le poids du remords en disant mais putain, j'aurais pu faire ça à 40 ans, je l'ai pas fait. Enfin, donc je l'ai fait. Et je me retrouve en Bretagne à 38 ans, 37. Et Christelle, au-delà d'être bretonne, elle est 2 fois bretonne, parce qu'elle est née sur une île, donc l'île d'Ouate, une petite île au large de Belle-Île. Donc les Bretons, ils sont déjà un peu têtus. Mais alors les Iliens, ils sont 2 fois bretons. Enfin, c'est vraiment des... Et puis on se marie en mai 2016, à Watt. Donc un mariage sur une île, c'est juste... faut juste pas avoir oublié l'huile, parce que le bateau, il repasse pas avant demain matin. Et je cherche du taf, et je trouve pas de taf. Donc tu cherches un travail dans le social. Je cherche un travail dans le social. Travailleur social. Et je trouve pas parce que trop vieux, trop cher, et puis peu de départ à la retraite, donc pas grand chose pour compenser. Et Christelle m'aide autant qu'elle peut. Il faut qu'on paye le mariage. Un truc tout con, hein. Et
qui j'étais démissionnaire de la fonction publique. Parce que quand tu es démissionnaire de la fonction publique, tu n'as pas le droit, tu n'as pas d'indemnité. Et puis à un moment, on n'avait plus de sous, tout simplement. Enfin, Christelle avait son salaire, mais moi j'avais plus un rond, elle ne pouvait plus m'aider. Et elle me dit, maintenant, ça suffit, quoi. Enfin, ça suffit. Tu prends n'importe quoi, quoi. Tu prends n'importe quoi, et prendre n'importe quoi, c'est que tu vas à l'intérim. Et je vais à l'intérim, et le lendemain, je commence à l'usine de crevettes. Et on est au début. Et on est au début de la ligne. Ouais. C'est que, sans y avoir été préparé, après je ne sais pas si on est préparé pour l'usine, je crois pas qu'on soit jamais préparé pour l'usine, mais en ayant un parcours un peu comme le mien d'intellectuel, enfin de mec qui n'a jamais bossé de ses mains à part pour tenir un crayon, du jour au lendemain, tu commences à 6h du mat et tu vas trier des crevettes. Et là, c'est le choc, quoi. C'est le choc. Ça, on va longuement en parler de ce choc physique, psychologique du travail à l'usine. Avant d'enchaîner sur ce vaste sujet, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur justement ce statut d'intérimaire? Et dans le livre, tu utilises deux termes qui sont les deux derniers mots du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Le statut d'intérimaire, ça se résume à deux choses: attendre et espérer. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Intérimaire, c'est tout con. Quand on commence comme intérimaire, c'est comme un bizutage. C'est-à-dire que il faut faire ses preuves. Au départ, il y a tellement de gens qui n'ont pas de boulot et qui se présentent aux agences d'intérim. Voilà, ça, c'est vraiment le truc de base que tout le monde sait, c'est qu'on n'est plus dans une situation de plein emploi. Et tout le monde cherche du boulot. Et au matin, à l'agence d'intérim, quand ça ouvre, il y a la queue pour que les gens quémandent une mission, quoi. Et quand on a la chance d'avoir une mission, il faut absolument fermer sa gueule et faire la mission et retourner le lendemain matin pour demander une deuxième mission. Donc au départ, c'est des missions de 2 heures, ensuite de 3 heures, d'une journée. Donc on te teste. On te teste pour voir si tu tiens le coup et si tu fermes ta gueule et si tu fais le boulot. Si jamais tu dis « oh là là, c'est dur », tu es sûr que tu ne vas pas être appelé le lendemain et pas avoir une nouvelle mission le lendemain. Au bout de 2 mois, on m'a proposé une mission d'1 semaine. C'est-à-dire que quand tu as des missions d'1 jour, ça vient à peine combler le chômage pour ceux qui l'ont. Mais sinon, tu vois, c'est vraiment comme quand tu fais des heures, il faut accumuler les heures, quoi. Et c'est des heures qui vont être complètement changeantes d'un jour à l'autre. Ça va pouvoir être 6h, 14h, et ensuite, le lendemain, 14h, 18h, et le surlendemain, 20h, 2h du mat', quoi. Mais si tu dis non, t'es grillé au niveau de l'agence d'intérim. Quand tu commences à bosser un peu sérieusement, ensuite on te propose une mission d'1 semaine, qui peut être éventuellement reconductible. Et les grosses saisons sur l'intérim en Bretagne, la Bretagne c'est la première région agroalimentaire d'Europe. Et donc au départ c'était tout ce qui était crustacés, fruits de mer, poissons. Et les principales périodes d'activité, c'est évidemment les fêtes de fin d'année. Parce que c'est là où tout le monde mange le plus de fruits de mer et de poissons. Et ça a été une mission de 2 mois à la cuisson des bulots. Que je croyais être un coquillage particulièrement inoffensif et voilà. Et le truc à la cuisson des bulots, c'est que en fait l'usine de crustacés ne faisait des bulots que 2 mois dans l'année. Et donc en fait, au lieu de construire une machine pour décharger les bulots, ils préféraient embaucher 2 intérimaires parce que ça coûtait moins cher pour décharger les bulots à la pelle. Et pendant 2 mois, j'ai déchargé des cartons de 500 kg de bulots surgelés à la pelle dans un gouffre de cuisson en métal. Et donc le carton, enfin le pale box comme on dit, c'est un carton qui est à peu près à cette hauteur-là,
qui fait de là jusqu'à toi, Romain, et tu as une pelle en plastique. Tu prends ta pelle et tu mets les bulots sur un rythme uniforme dans le tunnel de cuisson. Donc au début ça va parce que les bulots ils sont à hauteur. Ensuite, ils s'en font. Et ensuite ils sont au fond. Et le tapis il va toujours à la même vitesse. Et le tapis il va toujours à la même vitesse. Et en plus quand tu décharges la pelle, tu vois, tu fais toujours le même geste suivant que tu es droitier ou gaucher. Donc tu prends ici. Tu prends ici. Et t'encaisses et tu fermes ta gueule. Et t'encaisses et tu fermes ta gueule. Donc 2 mois de cuisson de bulot. Voilà. Et du jour au lendemain, le chef m'a dit merci, la saison est finie. Peut-être à la prochaine. Voilà, sans une forme de procès. J'avais fait ma mission, c'était bien. Et je retourne voir l'agence intérim. Et j'avais suffisamment fermé ma gueule. Et là, il me propose la Rolls des usines de la région, à savoir l'abattoir. Pourquoi la Rolls? Pour 2 raisons. Parce que l'abattoir, au vu de la difficulté du travail et de la pénibilité, il paye 10% du salaire horaire du SMIC en plus que les autres usines. Et surtout parce que tu peux avoir un statut d'intérimaire permanent, au mépris de toutes les lois du Code du travail. C'est-à-dire que ton contrat est reconduit de manière tacite toutes les semaines. Tu n'as même pas à rappeler l'agence d'intérim, c'est que tant que tu donnes satisfaction, ton contrat est reconduit. Je connais des copains à l'abattoir qui bossent, ça fait 30 ans qu'ils sont intérimaires. Intérimaire permanent. Intérimaire permanent, ouais. C'est bon. Exactement. Intérimaire permanent, et qui vont arriver à la retraite en étant intérimaires. Et 10% au-dessus du SMIC ou avec des primes. Et ils payent 2 primes en plus, c'est qu'ils payent tous les mois 10% d'indemnité de fin de mission, autrement dit la prime de précarité, comme quand tu es en CDD. Et ils payent 10% de prime de congé payé. C'est-à-dire que les intérimaires n'ont pas le droit au congé. Enfin, c'est très compliqué, mais pour faire simple, on va dire qu'ils n'ont pas le droit au congé. You have translated? Non, j'ai vu une question. Ouais. Je ne savais pas ce que c'était Intérimaire. C'est Maintenant, le. je comprends. Ok. Donc, j'arrive à l'abattoir et je vais faire ce boulot-là pendant 2 ans. Je fais 2 ans d'intérim non-stop. Au départ, au nettoyage d'abattoir. Mais donc nettoyage d'abattoir, c'est un boulot de nuit où avec un gros tuyau, je dois passer le tuyau pour que les sols soient propres, qu'on voit plus le sang, qu'on voit plus le gras, etc. Sauf que le seul problème, c'est que j'ai des lunettes et que le jet haute pression, c'est de l'eau chaude et que mes lunettes, ça donne de la buée et que si j'enlève mes lunettes, je suis comme ça et donc je peux pas enlever mes lunettes et donc les chefs voient que je suis pas compétent pour faire ça. Et donc, ils me transfèrent sur un autre poste et pendant 2 ans, après, je pousse des carcasses de vaches. Entre autres. Pour ceux qui ne connaissent pas l'usine en 2019, je pense que vous avez vu, pour certains, vous avez vu entrée du personnel hier, mais encore plus que entrée du personnel, c'est vraiment la scène des temps modernes de Chaplin, Modern Times, pour nos amis anglais, quand il resserre les boulons. Et au début, il arrive, Charlot, et il va pas assez vite, et il y a les collègues qui le menacent derrière avec sa clé à molette. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on a 30 secondes ou 1 minute pour faire une opération de production. Et si on va pas assez vite, c'est le collègue de derrière qui doit rattraper. Et si le collègue de devant va pas assez vite, c'est moi qui dois rattraper. Et c'est exactement ça. Là, rien n'a changé. Les temps modernes, ça date de 1935. La jungle, dont on parlera, d'Upton Sinclair, ça date de 1905.
rien n'a changé. Et moi, j'arrive là-dedans, j'ai lu quelques livres ouvriers, j'ai fait un peu d'études, et je me rends compte que je suis au 19e, chez Marx, chez Zola, chez Sinclair, chez Charlot. Et donc, tu relates dans le livre des propos de ta tante qui te dit tout ça, en fait, on ne peut pas le raconter. Et malgré cette phrase, toi, dès le début, tu ressens quand même, malgré cette impossibilité, un besoin d'écrire. On commence, c'est le soir en rentrant, malgré la fatigue que tu évoques, tu avais envie de garder des traces de ce rythme, de ces douleurs, de cette souffrance. C'est la première semaine, en arrivant aux crevettes. Je vais à l'usine pour gagner ma croûte, quoi. Vraiment pour gagner ma croûte. Pour les sous. Pour les sous, pas pour écrire. Enfin, j'y vais pas pour écrire, je viens pour croûter, quoi. Comme quasiment tout. Enfin, je connais personne à l'usine qui va par plaisir, quoi. Et je me dis, à l'époque, en 2016, je suis encore un peu naïf, je me dis, je vais vite trouver du travail dans le secteur social. Je vais rester en intérim, allez, on va dire 2-3 mois, le temps de trouver quelque chose, et puis donc autant écrire ce que j'ai vécu, comme ça, enfin, comme l'image traditionnelle, quand je serai vieux, au coin du feu de bois, je me relirai mes 2-3 mois que j'ai passé en usine, quoi. Enfin, bon, ça a duré 3 ans. Mais c'est surtout que l'usine, c'est vraiment une lutte. Au-delà de la lutte contre la douleur, c'est une lutte contre le temps en permanence. Parce que c'est des journées de 8 heures, minimum, qui n'avancent pas, dont on ne voit pas le bout. Et l'idée, c'est pas que le temps passe plus vite, parce que le temps ne passera jamais plus vite. C'est d'avoir l'impression de faire en sorte que le temps passe plus vite. Et moi, quand sur ma minute d'opération de production, j'arrivais à faire mon geste avec 15 secondes d'avance, j'écrivais dans ma tête, parce que ça me faisait passer le temps. Et quand j'écrivais dans ma tête, je pouvais écrire que des phrases courtes. Et j'essayais de m'en souvenir en rentrant le soir. Donc quand on a 15 secondes pour penser, on ne fait pas du Proust, on fait du Pontus. C'est ça. C'est ça. Tu peux pas... ça va trop vite, quoi. Ça va trop vite et encore. Ce que je dis dans l'avant-dernier chapitre, c'est que j'avais écrit des phrases absolument parfaites, signifiantes dans ma tête, mais dès que tu sors et que tu rentres chez toi, et que tu veux retranscrire, t'es tellement éclaté que voilà, j'ai essayé d'écrire de la manière dont je pensais quand j'étais sur mes lignes de production. Donc finalement, c'est l'usine qui a imposé la forme très particulière du livre, ce long poème en vers libre, sans ponctuation, ce rythme d'écriture et aussi du coup de lecture. Tu penses que c'est un choix que tu as fait ou finalement c'est l'usine qui a fait ça? C'est une double question. Ouais. Et c'est toujours bien de rencontrer des lecteurs, des bibliothécaires, des libraires, parce que c'est un libraire qui m'a apporté la réponse à cette question-là. C'est Fanny Quément de Chalon-sur-Saône, à la librairie La Mandragore. Si vous allez à Chalon-sur-Saône, moi a priori je ne serais jamais allé à Chalon-sur-Saône, parce que ça ne m'inspirait pas, c'est juste la sortie sur l'autoroute, mais c'est une très très belle ville, et puis il y a une librairie absolument formidable, comme un peu partout en France il y a des librairies formidables. Le truc, c'est que il faut différencier le rythme et la cadence. La cadence, c'est une opération par minute. La cadence, c'est ce qu'on dit de manière définitive et officielle à l'usine pour le rythme de production qui doit être établi. En fait, si l'usine avait imposé son rythme, j'aurais écrit selon la cadence.
j'aurais écrit une phrase par minute. Si je ne suis pas clair, vous me dites. Hein. Mais a priori, je pense que je vais être clair. En fait, le fait d'écrire en vers libre, c'est que moi, mon propre rythme, essaye de venir lutter contre cette cadence. C'est-à-dire que si j'avais écrit exactement selon la cadence de l'usine, j'aurais écrit en vers régulier. J'aurais fait des alexandrins. Et ma façon, à moi, de manière complètement inconsciente, de lutter contre cette cadence infernale, c'était de me réapproprier le rythme. Et de me réapproprier le rythme de l'écriture. Consciemment. Inconsciemment, parce que c'est Fanny de chez Monchon qui m'a... D'accord. Parce qu'elle m'avait dit, j'avais dit, voilà, j'ai essayé d'écrire au rythme de l'usine, et elle me dit non, à mon avis, non. Parce que si tu avais écrit au rythme de l'usine c'est pas. J'aurais fait des vers réguliers. Oui, c'est tout à fait. C'est quelque chose qui ressort beaucoup de ton livre, le rapport au temps, la dimension que prend chaque pause, chaque échange, chaque café, chaque cigarette gagnée finalement sur ce temps productif. Ben, comme on disait tout à l'heure, c'est des journées de 8 heures minimum, où moi j'étais principalement du matin, donc c'est-à-dire que je commençais au plus tard à 4 heures du matin. Quand tu commences à 4 heures du matin, il faut que tu sois en poste à 4 heures moins le quart. Parce qu'il faut trouver les outils appropriés, parce qu'il faut bien s'installer, etc. Et que la chaîne, elle commence à 4 heures du matin. Donc si la chaîne, elle commence à 4 heures et que toi, tu es là à 4h05, c'est même pas la peine, quoi. Et tu finis au mieux à midi. Quand tu es intérimaire et que la production n'est pas finie, tu finis à 13h, 14h, 15h, 16h, tu sais pas. Et tu as une pause d'une demi-heure effective de poste à poste. C'est-à-dire qu'une demi-heure effective de poste à poste. Moi, je suis ici en train de travailler. Le vestiaire, il est au niveau de la halle. Vraiment. Enfin, il faut traverser tout le couloir. Et la pointeuse est avant le vestiaire. Et la pointeuse est avant le vestiaire, évidemment. Tu te changes au vestiaire. Tu redescends jusqu'à la mairie pour aller fumer ta clope. Et après, tu sais que tu as le chemin inverse à faire pour revenir une demi-heure plus tard, quoi. Donc la pause effective sur une journée de minimum 8 heures de travail, elle est de 11 à 12 minutes. Et donc les 5 premières minutes, tu fumes ta clope, tu bois ton café. Et tu redescends en pression. Et les 5 minutes d'après, tu es avec les collègues. Et en 5 minutes, tu n'as pas le temps de dire c'est quoi le dernier bouquin que tu as lu, quoi. Ou qu'est-ce que tu penses du dernier Woody Allen. Les seules questions que tu poses dans les 5 minutes, c'est combien de tonnes il reste à faire et à quelle heure on va finir. C'est-à-dire que pendant une semaine, tu es complètement hors du langage. Parce que quand tu es à l'usine, tu as des bouchons d'oreilles, par-dessus tu as un casque, parce que les machines font un bruit de ma boule. Donc tu ne parles pas pendant une semaine. Ce qu'on voit bien dans l'entrée du personnel, que pendant le temps de travail, l'échange entre ouvriers, entre collègues est impossible. Impossible. Et à la pause, c'est impossible, parce que... si ce n'est des reproches, si l'autre... va pas assez vite, ou ceci ou cela, quoi. Et donc, moi, ma façon d'essayer de me raccrocher un peu à du réel, c'était d'écrire tous les soirs, pour répondre à ta question. Parce que comme j'écrivais dans ma tête, ou que je me récitais des phrases dans ma tête, des poèmes que j'aimais, ou des paragraphes que j'aimais, l'écriture est beaucoup plus possible que la parole, en fait. Et c'est ça qui m'a sauvé pendant 3 ans, quoi. Donc, dans l'entrée du personnel, on se rend compte beaucoup de la souffrance physique, et il est aussi beaucoup question de la souffrance psychique qui se poursuit au-delà du travail, notamment dans le travail à l'abattoir, le rapport à la mort des animaux, les cauchemars. Est-ce que finalement, la souffrance physique, on l'imagine assez facilement, est-ce que cette souffrance psychique fait que tu n'en sortais jamais, même rentrer chez toi, le soir, la nuit, ça continue? La souffrance physique, c'est rien. C'est rien. Enfin, c'est rien. Tant que tu n'as pas d'accident, que tu te fais pas découper par une machine, ça va, quoi. Tu as juste mal.
Tu vois, mon alliance, je ne peux plus la mettre ici. Parce qu'en 3 ans, mes articulations, elles ont grossi, je peux la mettre qu'ici. Bon, ça, c'est pas grave. La souffrance physique, tu endures, tu l'oublies. La souffrance morale et la souffrance psychique, c'est complètement autre chose. C'est, comme tu le dis très justement, c'est des usines, à la différence de l'automobile ou l'aéronautique ou des usines de biscottes ou quoi que ce soit, où tu travailles sur la mort. C'est-à-dire que dès que tu arrives sur le parking, tu sens la mort. Les crevettes, les bulots, ça allait encore parce que c'est des petits trucs comme ça, quoi. Mais symboliquement, une vache, c'est plus grand que toi. C'est vraiment plus grand que toi. Et il y a des moments où je devais aller chercher, par exemple, pour des commandes, des têtes de veau. Un hommage à Chirac qui est mort hier. Et la salle où il y a les têtes de veau dans la salle des abats, t'arrives le lundi matin, à 5h du mat, tu dois chercher une tête de veau. T'as passé un week-end à peu près convenable. Tu vois 40 têtes de veau qui sont comme ça, énormes, avec les yeux morts des veaux, où il n'y a plus de peau, il y a juste le museau comme ça. Et en fait, tu peux repérer la tête que tu dois choisir avec un numéro de curie que tu as sur une étiquette. Et le seul endroit où tu peux planter l'étiquette dans une tête de veau, c'est sur la langue du veau. Et donc, il faut écarter les mâchoires de la tête de veau pour trouver l'étiquette qui correspond. Et quand tu fais ça le lundi matin à 5h du mat, que quand tu nettoies des mamelles de vache, que quand tu éclates des abcès sur des vaches et que ça t'explose à la gueule, oui, tu fais des cauchemars. Oui, tu fais des cauchemars. Et va y avoir bientôt un reportage sur Infrarouge sur France 2, auquel j'ai eu l'honneur de participer, qui va être justement sur les souffrances psychiques des ouvriers d'abattoirs. Parce qu'on parle beaucoup des accidents de travail, des maladies professionnelles, qui sont énormes, mais on parle rarement des souffrances psychiques. Et quasiment tous les collègues, pas forcément dans la même usine dans laquelle j'ai bossé, mais racontent ces trucs-là en disant, c'est le plus grand parallèle qui peut être fait, c'est que c'est des névroses de guerre, quoi. Parce que tous les jours, tu as l'impression de partir à la guerre. Parce que tu te prends du sang plein la gueule, tu es dans la merde, tu es dans la mort, ça pue, tu as des amputations. Et tu ne peux discuter de ça qu'avec ceux qui l'ont vécu. Comme on disait au début, on ne peut pas le raconter. Moi, je sais que je revois souvent mes collègues de l'abattoir avec lesquels je bossais. On est à 5, on se marre, on boit des coups, etc. Mais dès qu'il y a une personne extérieure à ce qu'on a vécu qui vient, on se ferme comme des... Oui, la dernière phrase d'entrée du personnel, c'est « Il n'y a pas de nuit où je ne tue pas de vache ». C'est ça. Et les cauchemars, j'en fais encore tous les... Enfin, pas tous les jours, mais un peu moins régulièrement. Mais... voilà ce que je dis dans un chapitre. Le type de cauchemar, c'est que c'est un corps de vache avec la tête de ma maman, la tête de mon épouse, et que je suis avec un couteau et que je les découpe, quoi. Et tu te réveilles, t'es en sueur, t'as juste envie de mourir, quoi. Parce que tu dis, je viens de tuer ma mère, je viens de tuer mon épouse. Et le réveil, il sonne, et tu te dis, j'y retourne, quoi. Désolé de tomber en l'ambiance, c'est la question. Il y a des moments rigolos, hein, je vous assure. On va en parler. Mais puisque tu me tends la perche, ce parallèle entre l'ouvrier et le soldat de la Première Guerre mondiale, et le fait que tu cites Apollinaire, c'est fantastique, tout ce qu'on peut supporter. Est-ce que tu as hésité à le faire, ce parallèle ? Non. Est-ce que ça t'apparaît naturel, ou est-ce que tu t'es dit, est-ce que c'est pas indécent ? Est-ce qu'il n'y a pas une échelle ? Non, alors, non. Pour le coup, voici. Enfin, c'est le dernier truc chiant, après on parle des trucs rigolos. Ouais. En arrivant à l'usine, j'ai lu quasiment tous les livres ouvriers que je pouvais lire.
pour essayer déjà de trouver du réconfort. Parce que moi, je suis un grand lecteur. Et je me suis dit, j'espère que je vais trouver un bouquin qui va raconter ma situation. Et comme ça m'apportera de la joie de me dire je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. J'ai lu plein de bouquins ouvriers, donc les grands classiques, Navel qui est là, L'établi de Linhart, L'excellence de Kaplan, etc. On va faire un petit topo d'histoire de la littérature très rapide. L'histoire de la littérature ouvrière en France peut être divisée en 3 époques. Première époque, effectivement avant 1939, dont Navel est représentatif, et c'est des gens qui étaient ouvriers. Et il y avait encore à l'époque un petit peu d'éducation populaire, de cours du soir, où les gens pouvaient se sortir de leurs conditions ouvrières avec cette éducation-là. Et les bouquins qu'ils écrivent, ils sont généralement quand ils sont sortis de leurs conditions ouvrières, en disant, voilà, à l'époque j'étais ouvrier, c'était difficile, mais maintenant ça va mieux, je suis prof dans le technique, etc., etc. Deuxième grosse vague d'écrits ouvriers en France, les écrits des établis. Donc les établis, pour ceux qui ne savent pas, c'est des militants politiques, généralement maoïstes, communistes, qui venaient dans les usines avant 68 jusqu'en 75-76, en se disant, c'est des usines que partiront la révolution. Donc nous qui sommes des intellectuels, on va aller en usine, faire de la propagande. Faire de la propagande pour éduquer les prolétaires à la révolution. Et ce mouvement-là, je le rapproche avec les grands récits journalistiques qui ont été faits sur la précarité et sur l'usine aujourd'hui. Notamment, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu, le magnifique quai de Ouistreham d'Aubenas, où elle se fait embaucher au départ, elle se fait pas embaucher, elle va à Pôle emploi à Caen pour aller travailler, pour gratter des heures. Et elle se retrouve à nettoyer les paquebots sur le quai de Ouistreham. Et des grands récits aussi qui ont été faits sur l'abattoir. Il y a eu Steak Machine de Geoffrey Le Guilcher qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est un très bon bouquin d'un journaliste qui se fait aussi embaucher en tant qu'intérimaire à l'usine. Sauf que, et Ouistreham, Le Guilcher et Kaplan et Linhart, ils savent que du jour au lendemain, ils peuvent quitter l'usine. Ils peuvent quitter l'usine. Avec tout le mérite du bouquin de Florence, si elle foire son reportage, elle redevient journaliste à Libé une semaine plus tard. Linhart, s'il foire sa révolution, il se retrouve maître de conf à Vincennes. Il y a, je ne vais pas dire aucun enjeu pour eux, mais c'est pas leur vie qu'en dépend. Moi, si j'ai plus de boulot à l'usine, c'est fini pour moi, quoi. J'ai pas de chômage, j'ai rien. Donc il faut que je vais pas à l'usine pour écrire sur les ouvriers. Je vais à l'usine pour bosser et j'écris pour tenir. Donc déjà, le rapport est complètement différent. Et le seul parallèle que je trouve et qui peut me réconforter un petit peu dans l'histoire littéraire, c'est, comme tu le dis, sur les écrivains de 14 qui ont été engagés ou mobilisés et qui se sont retrouvés du jour au lendemain confrontés à une réalité qui les dépassait complètement. Je pense évidemment à Genevois, à Apollinaire, à Sandrard, Céline, Aragon, Breton. Tous, ils se retrouvent du jour au lendemain confrontés au petit peuple. Mais vraiment au petit prolo breton, quoi. Enfin, tu vois, Genevois, son meilleur pote dans ceux de 14, c'est un petit prolo breton qu'il n'aurait jamais imaginé, alors qu'il est encore à Normal Sup et qu'il part à la guerre comme ça, quoi. Et il se retrouve confronté à la peur, à la mort, à la merde. Moi, j'ai pas fait la guerre, mais je me suis retrouvé à l'usine et je me suis retrouvé avec des gens avec lesquels j'aurais jamais pensé être. Et des gens qui m'ont appris des choses que j'aurais jamais imaginées. Tu vois, moi j'avais 40 berges, j'étais encore un peu infatué de mes certitudes, mais ces gens-là, ils m'ont plus appris sur moi que des milliers d'autres personnes que j'ai rencontrées, quoi. Parce qu'ils m'ont appris ce que c'était que la vraie solidarité, la dureté, l'endurance, la noblesse du travail. Donc ce parallèle-là avec 14, pour moi, il est évident, d'autant plus que tous ces écrivains-là que j'admirais déjà et que j'admire encore plus, ils ont changé leur écriture. C'est-à-dire que Céline, il ne peut pas écrire Le Voyage comme ça, s'il n'a pas vécu 14. Apollinaire, il ne peut pas écrire ses poèmes à Lou comme ça, et ses lettres à Lou comme ça, s'il ne se tape pas la tranchée, quoi.
Breton, il ne peut pas écrire comme ça, il ne peut pas se balancer dans son délire surréaliste s'il n'a pas vécu ça, quoi. Tu es sur un point qui est une épreuve absolue. Et je crois qu'il faut dans la vie des épreuves absolues pour pouvoir passer à quelque chose d'autre. Et le sous-titre « Feuillet d'usine », c'est évidemment une référence à René Char, qui était dans la guerre d'après, au Feuillet d'Hypnos, où il dit dans un des très très beaux feuillets, Archiduc a épousé sa vérité quand il a épousé la résistance. Moi, je crois que j'ai épousé ma vérité déjà en épousant mon épouse, mais aussi en épousant l'usine, ou en faisant en sorte que l'usine m'épouse. Si j'avais pas eu ça, déjà j'aurais jamais sorti ce bouquin-là, et j'aurais pas accédé à cette part de moi que j'ignorais totalement en matière d'endurance, de rudesse, de noblesse et de vérité, quoi. Donc le lien avec, et tu le fais dans le livre, le lien avec la psychanalyse, l'usine comme divan, comme manière de mieux te connaître, mieux te comprendre. Bah, c'est évident, c'est exactement ça. C'est que... Et en plus t'es payé. En plus, je suis payé. J'ai suffisamment claqué de thunes sur les divans des psychanalystes et je ne le regrette pas du tout, hein, au contraire. Et puis je vais être invité bientôt. Ça va être rigolo, ça. Je vais être invité au siège de l'école de la cause freudienne à Paris, donc les lacaniens purs et durs. Et ils vont me donner un peu de sous. C'est la première fois que des lacaniens vont me donner des sous après tous les sous que je leur ai donnés. Non, c'est que c'est a priori paradoxal, mais voilà, c'est ce que je commençais à expliquer. C'est que l'usine a été la fin de mon analyse. Parce que tout simplement, quand tu es sur un divan, bah, tu dois parler. Et à l'usine, je devais me taire, mais j'étais dans la même solitude. J'étais dans le même lieu clos. Et sur le divan, je disais, mais pourquoi j'ai fait ça dans ma vie? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ma mère? Pourquoi ceci? Enfin, tu vois, les questions à la con. Et à l'usine, je me suis juste retrouvé à pousser des trucs, à lever des trucs, et à dire, mais putain, mais pourquoi je me retrouve là, quoi? Et en fait, j'ai découvert voilà ce que je disais, j'ai découvert des facettes de moi que je ne connaissais pas et qui auraient été inaccessibles sans cette épreuve-là, quoi. Et je me suis rendu compte que, tu vois, c'est des endroits où il peut y avoir des intérimaires qui arrivent, petits, costauds, trapus, qui roulent des mécaniques un peu et qui tiennent pas une demi-seconde, enfin qui tiennent une demi-journée parce que la tête elle tient pas, quoi. On reviendra à ce qu'on disait tout à l'heure. Et moi, ma tête, elle tenait. Et je me suis dit, si ma tête tient là-dedans, je pourrais tenir n'importe où dans ma vie, quoi. Et donc, ça a été cette révélation-là. Et je sais que j'aurais plus besoin jamais d'aller sur un divan d'analyste, parce que si l'analyste, il me dit quoi que ce soit, je lui dis, écoute, viens, on va bosser en usine 2 jours, et il va pleurer sa mère, quoi. 2 dimensions qu'on retrouve également dans le livre. Quand tu tournes en dérision tes tâches, quand tu dépotes 350 kilos de chimère, quand tu chantes du traîné en écoutant du tofu, cette dimension comique, avec plein de références, qui peut-être touchent pas toutes les générations d'ailleurs, et en face de ça, il y a donc la dérision et la dimension héroïque et le parallèle avec Homère, avec l'Odyssée. Finalement, ces 2 dimensions-là, la dérision, et puis au contraire, c'est quelque chose de grand, j'accomplis une aventure. Comment tu as fait le choix de l'insérer dans le bouquin? Pour le coup, je crois pas qu'il y ait je crois pas du tout à la différence entre culture populaire et culture savante. Moi, c'est un truc qui me... j'ai des chansons coupables comme tout le monde que je prends plaisir à écouter. C'est pas bien, hein, mais j'aime bien écouter Calogero. Je sais que c'est pas bien. Il y a pire. Ouais, mais j'aime bien en écouter des pires, mais si tu veux, on pourra en parler après.
Après, j'ai eu des profs de latin et de grec qui, et je crois que j'ai compris un peu du sens du monde avec Homère. Ma grand-mère me faisait regarder les sketchs de Fernand Reynaud. Je parle à un moment de Fernand Reynaud. J'ai reçu une lettre à la maison de l'association des amis de Fernand Reynaud. Alors, je ne savais même pas qu'il y avait une association des amis de Fernand Reynaud qui disent vous avez propagé la mémoire de Fernand Reynaud, est-ce que vous voulez être membre d'honneur de l'association? Je leur ai pas encore répondu, mais je ne sais même pas ce que je vais leur dire, tu vois. C'est le fait que dans le livre cohabite la culture populaire, vous avez glissé la citation d'OSS 117, et à côté, on a Apollinaire. Et d'autres trucs. Il y a des trucs très très pointus. Qui sont un peu cachés, c'est vraiment pour les fans de littérature. Ouais. Parce que je viens aussi d'un milieu de fans de littérature. Mais je suis un inconditionnel de OSS 117. Est-ce qu'on peut jouer ensemble? On est à la maison du jouet, là. On est à la maison. Ah oui, on est à la maison du jouet. Je vais vous lire. En plus, c'est rigolo parce que c'est un passage qu'il y a souvent des... Je vais vous lire un passage. Et il y a souvent des libraires ou des bibliothécaires qui me demandent de le lire parce qu'ils trouvent qu'il résume bien le roman. Je te demande de le lire. Donc faites attention et puis essayez de... Quelle page pour Non, les personnes qui veulent suivre? Eh oui. La page chapitre 58, page 228. Et essayez de faire gaffe et puis on va essayer de voir. À l'abattoir, au mauvais jour, on disparaît sous la production d'animaux morts. Un amas d'os, d'abat, la chair, du sang. On n'y croit pas, on n'y croit plus. Fatradama. Hallucination du trop d'animaux morts, pourquoi, pour qui? On a mal au dos, au bras, partout, mais on y croit à la fin du jour, du mois. Au pognon pris sur nos mots, sur nos dos ou nos bras. Il y a la nuit sans fin dans l'infini couloir. Au bonjour, il y a tout ça qui n'a pas un poids si lourd. Nos chansons, nos mots, ça va au fond. Un travail a toujours valu un travail. À l'abattoir, on y croit pourtant un jour, à la disparition du travail. Mais quand, putain, mais quand? Alors. Tout, Quel poème. tout, De qui? C'est quoi le jeu? Là justement, Eh ben oui. c'est ça qu'il faut voir. Eh oui. C'est tout. Voilà. Con. Le texte qu'il y a derrière le texte. Comment? Le texte qu'il y a derrière le texte. Ouais. Ouais. C'est un hommage. Il faut des noms. Ah bah... C'est tout con. Alors voilà, pour raconter un peu l'histoire du livre, on reviendra après. Donc j'écris tous les soirs en rentrant. Et je publie un chapitre ou un texte toutes les semaines sur Facebook. Et puis j'ai une petite bande de copains, d'anciens profs, la famille qui lit, qui commente, etc. Et un vendredi, j'ai une de mes anciennes profs qui m'envoie une vidéo d'anniversaire. Et ça va être le seul indice. Une vidéo d'anniversaire de Georges Perec. Une vidéo de la disparition de Georges Perec. La disparition de Perec, comme vous le savez, c'est un texte qui est écrit sans E. Un lipogramme en E. Donc il n'y Ouais. a pas de E, là? Sans la lettre. Sans la lettre E. On va recommencer, ça va être vite. À l'abattoir, au mauvais jour, on disparaît sous la production d'animaux morts. Un amas d'os, d'abat, la chair, du sang, on n'y croit plus, on n'y croit pas, fatradama. Hallucination du trop d'animaux morts, pourquoi, pour qui? On a mal au bras, au dos. Enfin. Donc vous voyez pourquoi vous avez bien fait de venir ce soir. Ça, jamais j'aurais pu vous le révéler. Et alors, donc Isabelle Bertin, ma prof, m'envoie une vidéo, parce qu'on est fans de Perec tous les deux, et c'est une vidéo au moment de la sortie de la disparition, où il est invité par, je sais plus qui, c'est une vidéo de Lina. Et en fait, l'intervieweur n'a pas compris qu'il n'y avait pas de E dans la disparition. Et il fait son interview, et t'as le Perec qui a l'œil rieur, malicieux, avec son grand sourire comme ça,
Et je montre la vidéo à Christelle. Et je dis, putain, t'as vu la vidéo? Incroyable. Enfin, bon, voilà, tout ça, quoi. Et je me dis, bah tiens, ça serait rigolo que je fasse un texte sans E sur l'abattoir. Je fasse ça comme c'était le vendredi soir. Le vendredi soir, c'était le moment rituel où on se retrouvait, on prenait l'apéro, etc. Je ferai ça lundi dans ma tête pour passer le temps. Enfin, pour passer le temps à l'usine. Et puis, du coup, on va essayer, complètement con, hein, on va essayer de s'entraîner ce week-end à parler sans E. Alors, ce qui est bien, c'est que dans un couple, ça évite les engueulades. Alors, ça va. Oui, mon amour. C'est bon, café, ça marche pas. Donc, pendant tout un week-end, on est un peu bien dans tout ça, on a essayé de parler sans E. C'était rigolo. Rigolo, oui, bon. On va voir si... Non, on va voir si capable... Non, capable, ça marche pas, il y a un E à la fin. Si ça va, fin... Discussion. On va voir si ça va, fin discussion. Ah bah non. Ah non. Donc, ça t'oblige à repenser un peu ton mode de rapport aux choses, au langage. J'arrive le lundi, et je me dis, voilà, il faut que je fasse mon chapitre et mon texte sans E. Et j'écris dans ma tête pour essayer de passer le temps. Et je me dis, comment je vais commencer? À l'usine, non, ça marche pas. Par contre, à l'abattoir, très belle entrée de chapitre. À l'abattoir, c'est nickel. Les abats, non. Oui. Abats, eau, sang. Et j'essaye pendant 3 jours de trouver tous les mots qui se réfèrent à l'abattoir sans E. Et donc ça t'a offert un échappatoire pendant ces journées à l'usine de chercher? C'est-à-dire que Pérec m'a sauvé 3 jours de vie. Parce que pendant 3 jours, je ne pensais que sans E. Et quand je dis que la littérature m'a sauvé la vie, si Isabelle Bertin m'avait pas posté ce truc-là, et que j'aurais pas pensé, comme un con, à essayer de faire un texte sans E, j'aurais passé 3 jours à galérer dans ma tête, enfin tu vas me dire, putain, quand est-ce que ça va finir? Mais passer 3 jours à essayer de trouver un texte sans E, enfin, c'est pas facile quand même, hein. Enfin, c'est pas le truc le plus évident du monde, quoi. Donc ouais, je crois vraiment que la littérature, c'est la vie, quoi. Et ce texte-là, en plus c'est rigolo, que beaucoup de gens le voient comme un résumé d'archétype de ce qu'est à la ligne. Ils savent même pas l'histoire qu'il y a derrière, à savoir que c'est justement un texte qui m'a sauvé 3 jours, quoi. Est-ce que tu m'autorises à reprendre des questions dans lesquelles il y a des E? Mais je suis soulagé. Romain, oui. Romain, oui. Vas-y, alors, ça va? La transition, je voulais la faire. La transition, oui. Sur la, oui. La relation, non. L'adoption. Je suis toute la journée à la maison du jouet, il faut que je... Sur un rapport oui. Du et non, il y avait... vivant au mort. Ok. Il y avait le mot hiérarchie dans ma... Et il y en a 2. C'est sur ta relation à la hiérarchie. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué dans le livre. C'est quand un chef, tu lui demandes combien de temps va durer ta mission d'intérim, et alors que tu as 40 ans, alors que tu as ton parcours, il te répond « tant que tu seras gentil ». Ouais. Donc, ce rapport-là entre finalement les ouvriers, les intérimaires, ceux qui ont été ouvriers intérimaires mais qui ont accepté une promotion, qui deviennent contremaîtres et qui doivent trahir, entre guillemets, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur la hiérarchie au sein de l'usine? La hiérarchie au sein de l'usine, déjà entre ouvriers, titulaires en CDI et intérimaires, il n'y a pas de différence. C'est juste à partir du moment où tu bosses, tu es accepté. Voilà. Il n'y a pas de différence entre titulaire et intérimaire. Un intérimaire qui bosse, il sera plus accepté qu'un titulaire qui bosse pas. Là, t'es tranquille. Les seuls chefs qu'on voit, nous, quasiment, c'est des petits contremaîtres
Donc soit on appelle ça maintenant des conducteurs de ligne. Donc soit c'est des chefs à l'ancienne qui ont eu une promotion interne et qui ont fait le boulot d'ouvrier avant, qui savent ce que c'est. Ceux-là sont plutôt respectés parce qu'ils filent toujours un coup de main. Soit c'est aujourd'hui des mecs qui sortent soit d'école de commerce, soit de quoi que ce soit, et qui, eux, vont jamais filer un coup de main. Et donc, eux, ils vont être méprisés de manière totale. Après, il y a toujours une infantilisation complète de l'ouvrier. C'est quelqu'un à qui on va dire tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais cela. Oui. Le mot gentil, Moi, on ne l'adresse pas à un adulte. Quand mon chef m'a dit, je lui ai dit jusqu'à quand la mission, tant que tu seras gentil, c'est même pas de l'infantilisation, c'est-à-dire que, comme dirait Marx, c'est au-delà de la subordination. C'est-à-dire que c'est même pas, il faut bien que tu fasses ton travail. Il faut que tu sois dans le sens du poil du patron, quoi. Soumission. C'est de la soumission absolue. Tu peux bien faire ton travail et être pas gentil, tu vas jarter du jour au lendemain. C'est ça le rôle et la fonction de l'intérimaire, c'est que tu peux être jarté du jour au lendemain. Tu vois, moi j'ai bossé pendant 2 ans comme un chien en fermant ma gueule en faisant du bon boulot. Le patron reçoit mon bouquin, du jour au lendemain je suis viré sans autre forme de procès. J'étais plus gentil. T'avais donné une parole. Pourtant je suis a priori gentil naturellement, enfin, tu vois, mais pour les chefs j'étais plus gentil. Parce que je peux venir avec une parole qui ne soit pas celle du silence, qui est la règle d'or dans l'agroalimentaire. Pour moi, les plus beaux passages du livre, et ma compagne était d'accord, c'est ceux où tu évoques ta maman. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, nous parler de cette anecdote du samedi, qui est émouvante, qui est fantastique, de ce geste maternel et d'une maman, on apprend dans le livre qu'elle est malade. Ouais. Ouais. C'est pas garanti que je pleure pas avant 5 minutes. J'ai présenté ma maman tout à l'heure, qui m'a toujours aidé d'une manière inconditionnelle et totale. Moi... Tu veux que je lise le passage? Non, je raconte un petit peu avant, ouais. Pour présenter, après on pourra lire. Ma maman a eu du mal déjà à m'accepter en tant que grand anarchiste. Me savoir en manif, faire pour elle des conneries. Ma maman, je l'ai eue hier parce qu'elle a toujours voté Chirac, elle était un peu triste. Elle s'est dit, putain, la vache, que je paye les études à mon fils pour qu'il finisse anarchiste. Enfin, tu vois, Black Bloc, c'est un peu moche, quoi. Et puis, je lui ai toujours dit, jamais je me marierai, enfin voilà, tout ça, tout le bordel, quoi. Donc, quand ma maman a 40 ans, je lui dis, j'étais bien, comme je disais tout à l'heure, je quitte tout pour me marier. C'est mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Là, ça va pas, enfin, il y a un truc qui va pas, mais elle m'a dit, d'accord, ok, pas de souci. Je paye le champagne à ton mariage, parce qu'elle vient Reims. Elle m'a toujours filé des sous quand j'étais en galère. Et elle s'inquiétait un petit peu de me savoir tout quitter. Et puis quand je lui ai dit que je rentrais à l'usine, elle s'est encore plus fait souci, évidemment, de savoir son fils de 38 ans rentrer là-dedans. Et ma maman, elle est née en 51. Et on lui a détecté un cancer, comme à des dames de 65 ans. Et un sale cancer, enfin tous les cancers sont sales de toute façon, un cancer du sang, un myélome, un truc un peu moche, quoi. Et quand elle a vu les toubibs pour la première fois, ils évoquaient la possibilité de la mettre dans une bulle stérile, après avoir enlevé toute la moelle épinière, enfin... C'était pas trop bien, quoi. Et puis les trucs avancent, elle va voir les toubibs et tout. Et puis moi, parallèlement, ça avance pour le bouquin, puis j'ai la bonne nouvelle pour la publication.
Et avant que j'ai la bonne nouvelle pour la publication, il y a un jour où on se passe un coup de fil, et puis moi j'acceptais tous les samedis travailler pour avoir des sous. Donc tu n'es pas obligé de travailler les samedis. Tu bosses 1 heure payé 3 heures. Et je me rappelle avoir vu ma maman un dimanche. Elle me dit, tu as travaillé hier? J'ai fait, bah ouais, j'ai travaillé hier, quoi. Et elle me dit, ça te fait combien par samedi travaillé? Et je lui dis, bah ça me fait 50 €. Voilà, tout simplement. Et puis on change de sujet. Et dans la semaine, je reçois une carte de ma maman avec un chèque de 50 € en me disant, bah, va pas pousser samedi prochain, comme ça tu profiteras de ton épouse. Et je savais ma maman très malade. Et me dire, plus que le chèque, enfin, tu vois l'attention qu'elle se dise, putain, j'envoie 50 € à mon gamin pour qu'il profite d'une journée. Pour qu'il profite d'une journée. Et donc je lui ai écrit 2 lettres qui sont retranscrites dans le bouquin. C'est vraiment des lettres que je lui ai envoyées, qu'on a insérées dans le bordel, quoi. Et puis, voilà ce qu'on se racontait tout à l'heure dans la voiture. La médecine française fait quand même des merveilles. Pour rassurer tout le monde, oui, tu m'as rassuré tout à l'heure. Pour rassurer tout le monde, la médecine française fait des merveilles. Et puis, avec les bonnes nouvelles consécutives au bouquin, c'était en même temps que la fin de la chimio. Il n'y a même pas eu besoin de bulles stériles et ma maman est en rémission totale aujourd'hui. Et puis, avec le succès du bouquin, pour la première fois, j'ai pu lui envoyer un chèque de manière inconditionnelle. Un peu plus de 50 € quand même. Et puis je lui ai dit, maman, alors au départ elle me fait, ah non, mon doudou, ah non, surtout pas. Puis au bout de 3 fois elle fait, ah bon, d'accord. Et je lui ai dit, surtout c'est pour que toi tu profites, quoi. Pour que toi tu profites. Donc elle va aller 2 semaines en vacances dans les Alpes, voir la transhumance, ce dont elle a toujours rêvé. Mais si j'avais pas eu ma maman, j'aurais pas tenu non plus. Au-delà du chèque de 50 € qui est une anecdote, mais qui est évidemment un peu signifiante, parce que je pense que tous les parents feraient ça pour leurs enfants. Mais quand tu le vis et que bah, on est quasiment tous à tirer le diable par la queue, quoi. Enfin, et on est tous à 20 € ou 50 € près, quoi. Voilà. Bon, on t'a fait pleurer, je vais essayer de te faire sourire. On va essayer de parler de choses plus gaies et de choses d'omniprésent. Mais c'est gay, elle va bien, ma maman, et puis, oui. Et puis ce qui est rigolo, c'est que tous les soirs, il y a des gens qui me demandent de ses nouvelles. Tous les soirs, il y a des gens qui sont contents qu'elle aille bien. Et toutes les semaines, je l'appelle, je lui dis, putain, maman, il y a encore tout le monde qui m'a saoulé avec toi cette semaine. Et elle me dit, oh là là, Joseph, ils sont gentils, tes lecteurs. Hein, la France entière, ça fait la France entière. Donc un sujet plus joyeux, présent dans le bouquin, c'est le rôle de la chanson à l'usine. Pour les ouvriers, pour toi, et toi notamment entraîné, et cette belle phrase prononcée par une ouvrière, tu la soulignes, tu te rends compte aujourd'hui, c'est tellement speed que j'ai même pas le temps de chanter. Tout à l'heure, je t'ai demandé si tu étais motivé pour nous chanter une chanson ce soir. Donc je te donne ce thème de la chanson. Tu peux d'abord nous expliquer en quoi, pour tous les ouvriers, elle est importante pour s'aérer l'esprit, et puis peut-être un peu traîner si... Avec grand plaisir. Ça, c'est pas comme si je le connaissais pas. La chanson, c'est rigolo. Ce qui est très rigolo, c'est que quand je disais pour essayer de passer le temps, je me récitais des trucs dans ma tête. Et les trucs que je me récitais dans ma tête, pourtant en étant inconditionnel de Dumas, de Flaubert, d'Hugo, de Zola, j'arrivais pas à me réciter des phrases de leurs romans. Parce que c'est trop long. C'est trop long, comme on disait tout à l'heure. Et par contre, j'ai retrouvé des poésies oubliées depuis longtemps que j'avais appris grâce à mes profs de français. J'ai dû me retaper tout Ronsard et tout du Bellay, quoi. Des très vieux trucs, ancrés depuis très loin.
Pourquoi? Parce qu'il y a du rythme, il y a des rimes, et ça sonne. Ça sonne. Lasse où est maintenant ce mépris de fortune, où est ce cœur vainqueur de toute adversité, cet honnête désir de l'immortalité, et cette honnête flamme au peuple non commune. Tu vois, tu as le temps de te faire, voilà, un quatrain dans ta tête. Et les chansons, ça marche comme pour la poésie. Moi, je fais aucune différence entre la chanson et la poésie. Pour moi, c'est exactement pareil. Je crois que... c'est pour te faire chanter, hein. Ouais, c'est pour te ça facilite. Je crois qu'Alain Leprest est un des plus grands poètes français des dernières années. Enfin, les chansons d'Alain Leprest, c'est des trucs qui sont exceptionnels. Exceptionnels. Il n'y a pas longtemps, on était le 22 septembre. Je me rappelle le nombre de fois où j'ai chanté le 22 septembre de Brassens dans ma tête. Un 22 septembre, au diable vous partîtes, et depuis chaque jour à la date susdite. Alors, ça fait une partite et susdite. Je mouillais mon mouchoir en souvenir de vous. Je suis triste de n'être plus triste sans vous. Moi, le jour où j'écris un truc comme ça, je me coupe un doigt. Enfin, tu vois, tellement je suis content de... Et Bachung, que j'ai vu dans ta voiture, enfin, pareil, enfin, t'arrives à... Je me rappelle, j'arrivais à 2h du mat', dans l'autoradio à fond, la nuit je mens, mais... T'y vas, quoi. Enfin, je prends des trains à travers la plaine. Et je prends des trains à travers la plaine, la nuit. Enfin, et ouais, pour moi, la chanson française, c'est un truc qui est aussi une des dernières vraies parts de liberté et de côté populaire. Et l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pour ça que je m'acharne à défendre Leprest, à défendre Thierry Metz. Bachung, Barbara, Brel, ils ont moins besoin de moi, donc ça va. Donc, du coup, t'expliques que Barbara Brel, comme c'est pas super joyeux, tu les mettais de côté pour justement privilégier, traîner. Je suis biberonné, je me suis auto-biberonné à Barbara et Brel. Mais oui, comme je le dis, et Ferré aussi. Mais si, quand je pousse mes carcasses, je chante « Il pleut sur Nantes, donne-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin », je me tire une balle dans ma tête, quoi. Franchement, je me tire une balle. Ou Brel, Orly, qui est, je crois, une des plus belles chansons du monde, ou Jojo, sur l'album des Marquises, là... Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Non, mais c'est pas possible. Enfin, tu t'allonges, tu fais en sorte de décrocher un crochet, que la carcasse elle tombe sur la gueule, et puis voilà, quoi. Leprest, pareil. Même. Bon. Et j'ai, quasiment pas redécouvert, mais j'ai partagé ce temps-là avec Trenet, qui était en plus l'idole de Brassens. On connaît l'album... Brassens chante les chansons de sa jeunesse, Brel c'était son maître, Barbara pareil, Ferré il le vénérait, et je me suis pas réintéressé, mais j'ai réécouté Trenet beaucoup, et surtout ses concerts de la fin de sa vie. Et putain, mais qu'est-ce que c'est bien écrit, bordel, qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est joyeux, qu'est-ce que c'est moderne, c'est Vian. Donc Vian, qui n'était pas en plus le plus grand flagorneur de l'histoire de la littérature française, quoi, qui écrit en 52, je crois, ce garçon jeune et jovial qui lançait des chefs-d'œuvre ébouriffés à la douzaine doit toujours être pris en considération, et il s'appelle Charles Trenet. Vian, au niveau de jazz, ça va. Enfin, tu réécoutes les orchestrations de Ménilmontant. Du piano de la plage, le piano de la plage, mais c'est une chanson de dingue, quoi. C'est une chanson de dingue. Mais Monton, elle est quand même reprise par Django Reinhardt. Enfin, Django Reinhardt, au niveau de jazz, ça va, quoi. Enfin, tu vois. Et Django, il dit cette chanson-là, elle est pas mal, je vais la refaire à ma guitare avec ses doigts qui lui manquent, quoi. Non, Trenet, c'est... après, c'était un mec apparemment imbitable, qui tout le monde avait envie de taper. Bon, on va faire la différence entre l'artiste et la personne. Et puis, sa plus mélancolique, sa plus autobiographique, La folle complainte. Là, c'est même pas un doigt que je donne pour avoir écrit ça, quoi.
je vais chanter. Et en plus, le début est drôle quand même. C'était la chanson préférée de 3 personnes. C'était la chanson préférée de Jacques Higelin. C'était la chanson préférée de Daniel Darc. Et c'était la chanson préférée de Cabu. Et Cabu, qui l'a aussi chanté avec Mano Solo. Donc si vous tapez Folle Complainte Cabu, vous l'aurez avec Cabu et Mano Solo qui la chantent. Alors, on va s'assurer que Michel filme bien. Donc gardez ce moment. Prends une gorgée de vin pour t'encourager. Et c'est parti. Avec modération. Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir, derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. Rien, enfin, tu vas faire rimer ardoise, basse-cour, framboise et amour. C'est comme Brassens qui fait rimer dans Pauvre Margot, le comble enfin misérable salope, tu t'es marié sans vergogne et pour une escalope, avec le boucher. Faire rimer salope et escalope, c'est quand même un point de génie que... et il finit la Folle Complainte en disant je n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé mon sort, je n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait, je n'ai jamais sourire à tel ou tel attrait. Mon âme s'est dissoute, poussière était mon nom. Et donc il finit sur poussière était mon nom, qui est évidemment une référence biblique à poussière, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Non, la Folle Complainte, c'est... Enfin, tout traîner, il faudrait écouter tout traîner. On en parlait ce matin avec Stéphane Mirambeau, qui est le directeur de Pierre Ménard Édition, qui a édité Rémès. On parlait un peu de Trenet, et je lui dis, en fait, Stéphane, tu connais la mythique... Parce que il était garé dans son garage. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson Je t'attendrai à la porte du garage. Je t'attendrai à la porte du garage, tu reviens de là dans ta super moto, qui est une chanson d'avant 39, donc le Trenet encore un peu guilleret. Et donc je dis à Stéphane, je t'attendrai à la porte du garage. Je ne peux pas m'empêcher. Et je dis, mais au fait, Stéphane, tu connais l'histoire de la chanson? C'est qu'en fait, Trenet, son amoureux de l'époque s'appelait André, et c'était une chanson d'amour. Et en fait, c'était Je tâte André à la porte du garage. Et comme ça pouvait absolument pas passer à la censure, il lui a dit Je t'attendrai à la porte du garage, et avec l'accent du sud-ouest. Mais en fait, c'est une vraie chanson d'amour pour son amoureux qui s'appelait André. Comment tu veux que j'enchaîne là? Ah tu te démerdes mon gars, c'est pas ma soirée, c'est la tienne. Stéphane Mirambeau, Pierre Ménard, Thierry Mess, Je voudrais assez brièvement, parce que l'heure tourne, que tu nous parles de 2 livres. On va commencer par celui-ci. Je vais lire un passage. Le journal d'un manœuvre de Thierry Mess. Vas-y, enchaîne le temps que je trouve mon passage. Et le deuxième livre, sur lequel j'aimerais que tu nous dises un mot, c'est La jungle d'Upton Sinclair. Un livre que j'adore. Oui, tu le pousses. L'anecdote, c'est que mon recrutement à Pujol doit peut-être un peu à ce livre, parce que lors de mon entretien d'embauche, quand on m'a demandé un livre que j'aimerais conseiller, c'est celui-ci dont j'ai parlé. Donc Joseph nous en dira quelques mots après, mais d'abord un passage du journal de manœuvre de Thierry Mess. Un double passage d'un journal du manœuvre. C'est 2 chapitres qui succèdent. En fait, c'est toujours Isabelle Bertin, cette fameuse prof que je n'aimais pas, et qui m'a envoyé
la vidéo de Georges Perec sur la disparition dont on parlait tout à l'heure. Et au milieu de mon expérience ouvrière, je demandais à tous les copains sur Facebook, est-ce que vous avez des livres ouvriers que je pourrais lire, qui pourraient me réconforter un petit peu? Et elle m'a dit, est-ce que tu connais Thierry Metz? Je fais, non, c'est qui cet homme-là? Et elle m'a dit, tu lis le Journal des Manœuvres. Et ça a été une déflagration totale, vraiment totale. Et puis on se fait un petit cadeau après la lecture. Donc Thierry Metz, il vivait du côté d'Agen, enfin en dessous, un petit peu. Il publie le Journal de la Manœuvre en 90. Il a malheureusement un de ses enfants qui meurt percuté par une bagnole en 87, Vincent. Il s'en remet pas trop. C'est le début d'une descente aux enfers totale. Alcool, médoc, internement volontaire par 2 fois à Cadillac, dont il sort L'homme qui penche, que Laure doit avoir dans son... Oui, pour que je le lise avant. Tu l'as pas rempli. Ouais. Et voilà. C'est son récit de... pendant 1 an, il était sur un chantier dans les travaux publics. Et il a construit une maison, un immeuble avec ses collègues. Dimanche, un vent de sud très chaud. La source qui alimente le puits est à sec. Mais l'ortie a trouvé de l'eau. On fera une soupe ce soir avec le cri du coq. J'ai choisi de rester dans la colline sous le feuillage d'un tilleul. Le soleil est si haut que l'arbre n'est plus qu'une ombre dans la mémoire de l'arbre. Mais d'ici, on voit la route où passent quelques voitures, aucun nuage, des chardons, des ronces, plus loin la Garonne. On attend quelque chose qui ne viendra pas. Pourtant, le coq fait sa tournée comme un vieux shérif, des hirondelles bavardent sur un fil de téléphone, des bateaux se suivent et se croisent sur le canal, et près du pont de pierre qui enjambe la parole, on voit l'âme des pêcheurs qui sert d'appât et de signal. Mon dimanche est un pays simplifié. Tu viens de me rejoindre, tu es là, je t'aime. Tu m'apportes quelques beignets dans une assiette, du cidre. On parle un peu, on a le temps aujourd'hui. Qui pourrait venir? Et moi, je n'ai pas à m'absenter. Te regarder, t'écouter, c'est tout. Tu vois, nous sommes pauvres. Tu es l'aile que l'ange envie dans sa ténèbre. C'est chouette. Ouais. Et je découvre le journal de Thierry au milieu de l'écriture. Je commande tous ses bouquins. Et on a un texto de Pierre Michon. Ah. On rencontrera Michon après si vous voulez. Et ce mec, c'est le seul qui peut me réconforter dans l'épreuve de l'usine. Parce qu'il raconte pas que le chantier, il raconte aussi les petits à côté, comme ce passage que j'ai lu volontairement, qui ne raconte pas le chantier. Il y a des moments très beaux sur le chantier, mais Quand le dimanche. qui raconte le dimanche, le silence, la douleur, la vaisselle, l'amour. Et ouais, je me dis, putain, si ce mec-là, il est écrit comme ça, et que moi j'en suis au milieu de mon épreuve et de ce truc-là, et qu'il raconte ça, j'ai peut-être pas tout faux, quoi. J'ai peut-être pas tout faux. Et puis, j'arrête pas de propager... propager l'œuvre de Thierry. Et ce qui est génial, c'est que... on va voir celui-là, mais... ouais. Grâce à moi, ils l'ont réimprimé. Le dépôt légal, il est de décembre 2018. Alors qu'il était épuisé. Ce soir, si vous le souhaitez, Laurence et Michel ont quelques exemplaires. Ah ouais, il faut. du livre de Thierry Metz. Et hier, avec Stéphane de Pierre Ménard Édition, il m'a fait rencontrer la veuve de Thierry et son fils, enfin un de ses fils. Et donc on a passé une super soirée. Et puis c'est bien de toujours continuer à faire vivre des voix qui sont très importantes pour moi dans la littérature. Et puis j'ai eu la chance d'être... ouais, il s'est suicidé en 97. Et... est-ce que ça va marcher? Ouais, yes. J'ai eu la chance d'être invité dans pas mal de médias quand même, mais notamment sur
notamment dans La marge de l'histoire de Jean Lebrun, et où ils ont retrouvé, ils ont exhumé une des seules archives audiovisuelles de Thierry Mess, avec Thierry Mess justement qui parle du journal de la manœuvre. Je ne sais pas si tu la connais, celle-là. Non. Et j'ai l'impression que c'est moi qui pourrais parler de la ligne. Tu vas voir, tu vas comprendre, et puis comme ça on va pouvoir écouter la voix de Thierry Mess. Écrit remarquablement, c'est un homme que je ne connaissais absolument pas. C'est son premier livre, il s'appelle Thierry. Ah bah. Écrit remarquablement. Pourquoi il ne fait que 5 secondes? Il n'y a pas beaucoup de réseau à Pujol. Hein. Si, là, je suis en 4G, C'est bon. là. La merde alors. Ah non, ça va pas être possible. Là, je vendais du rêve, et puis... Ah si, peut-être celle-là. Ah, ça devrait être bon, là. Normalement. Elle dure combien de temps la vidéo? Non, elle dure 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes, mais donc vas-y. C'est la seule donc archive. C'est une des c'est Ex Libris 192 par Poivre d'Arvor, tu vois, c'est Poivre d'Arvor qu'on entend au début, on connaît bien sa voix. Donc voilà. Donc ouais, il faut lire Thierry Mess absolument. Et puis sur La Jungle, c'est un bouquin qui date de 1905. Upton Sinclair, qui était un des premiers, comme on dit aux États-Unis, Muckraker. Je suis désolé pour c'est comme ça qu'on dit. Donc un journaliste formidable, quoi. Et c'est le premier livre qui déclenche une enquête parlementaire aux États-Unis sur les conditions de travail des ouvriers dans les abattoirs de Chicago, parce que Chicago était la ville abattoir absolue. Il se vend à 1 million d'exemplaires, donc c'est un best-seller absolu. Et en le lisant, on se rend compte qu'il n'y a pas non plus grand-chose qu'à changer sur les conditions de travail. C'est l'histoire d'une famille lituanienne qui arrive à Chicago pour trouver du boulot. Ils se retrouvent tous à l'abattoir. Au début, tout va bien. Ils sont en pleine force de travail. Et confiants. Ils croient acheter une maison. On ne va pas en dire plus non plus. Et ça devient vite l'enfer, quoi. Comme... Et c'est rigolo, c'est que la photo, moi j'ai une photo avec mes collègues là que je t'ai montré tout à l'heure, et on pourrait avoir un peu les mêmes gueules, quoi. Enfin, un peu fier, un peu digne, mais en même temps très marqué par le boulot, quoi. Et à l'issue de cette enquête parlementaire, la loi a évolué aux États-Unis, à la fois sur les conditions d'hygiène pour la nourriture produite et pour les conditions de travail des ouvriers. Donc, un livre essentiel, un livre utile. Peut-être 2 dernières questions et avant de transmettre la parole à notre public. Moi, je voudrais que tu nous parles depuis le mois de janvier et depuis finalement le décollage du livre. Tu m'as parlé tout à l'heure de 30 000 exemplaires vendus, de ta nouvelle vie, du rêve éveillé que tu vis. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux depuis le mois de janvier et chaque jour, c'est un bonheur de voir ta fraîcheur, ton envie d'aller à la rencontre des villes, d'aller à la rencontre des gens, de parler de ton livre, de parler des livres. Tu as l'impression qu'il va durer combien de temps ce rêve? On redescend. J'espère jusqu'à ma mort, le plus tard possible, comme dirait Thierry Roland. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut, comme il disait en 98 après la victoire de l'équipe de France. Que te dire, c'est ce que je dis, à chaque fois. On est en septembre là, donc le 1er décembre, du 1er au 15 décembre 2018, je poussais encore des carcasses de vaches mortes. Voilà. Et je ne me voyais pas en sortir. Je poussais des carcasses de vaches mortes depuis 2 ans, avec mes collègues et amis. Je me fais virer le 15 décembre. Il se passe ce qui se passe une fois dans une vie, enfin j'espère plusieurs fois, mais déjà une fois c'est pas mal.
un miracle d'édition au niveau libraire, au niveau presse, au niveau bibliothèque, médiathèque, au niveau lecteur. C'est que ce livre, sur un sujet pas sexy, avec une forme pas évidente, rencontre du public. Et ça, c'est un truc de fou. Rencontre du public, à tel point que, voilà, je fais la... C'est pas que je fais la tournée, c'est... Ma tête chez Presse qui dit ça très joliment, je laboure la terre de France. Mais vraiment labourer, c'est... dans le sens le plus noble du labour, quoi. Enfin, et je moissonne en même temps. Enfin, c'est l'âme va pas sans l'autre. Ça sera jusqu'à mars l'an prochain au minimum. Je vais dans des coins où j'aurais jamais pensé aller. Je rencontre des gens que j'aurais jamais pensé rencontrer. Je parle de bouquins qui ne sont pas que le mien. Je défends Thierry. Thierry est réimprimé. Je parle de Trenet tous les soirs. Jeanne Sautière, Éric Poindron. Enfin, on n'a pas parlé ce soir, on pourra en reparler demain. Il y a 10 mois, je poussais des carcasses, quoi. Donc je vois pas comment je pourrais déjà pas être le plus heureux des hommes. Franchement. Ce que me disait Christine tout à l'heure, elle me dit t'es pas fatigué avec le train, machin, tout ça, parce que je viens de Lorient quand même. Et c'est la phrase type, mais c'est une phrase vraie. Je lui dis c'est pas l'usine. Tu vas prendre le train, lire des livres, parler avec des gens, boire des coups. Ouais, c'est fatigant, mais c'est pas l'usine, quoi. C'est pas l'usine. Donc comment je le vis, mais comme un perpétuel éclat de bonheur. D'autant plus que voilà, il n'y a aucun secret à avoir là-dessus. Ce qu'on se disait tout à l'heure, le livre il s'est vendu depuis janvier à 30 000 exemplaires. 7 traductions en cours. Projet d'adaptation BD, ciné. Il y a un livre audio qui va sortir en novembre, lu par Jacques Bonafé. Va y avoir une tournée de concerts avec Michel Cloup à la guitare et Miosek qui va me chanter. Ça va, quoi. Ça va. Et je suis... de façon bassement prosaïque, parce que être auteur, c'est aussi parler de pognon. Enfin, financièrement, je suis tranquille pendant 2 ans. Voilà. Pour la première fois de ma vie, à 40 ans, je suis tranquille pendant 2 ans. C'est-à-dire que j'ai 2 ans pour écrire le prochain. C'était la dernière question. Les projets? J'ai 2 ans pour écrire le prochain. J'espère que le prochain va marcher. Alors c'est quoi le prochain? C'est un roman? Ce sera tellement différent. Il y aura des points, des virgules. Hein, je suis pas... Il y aura des E. Il y aura des E. Il y aura... et puis, voilà, si le prochain marche pas, je retournerai bosser comme tout le monde. Mais au moins pendant 2 ans, j'aurai eu je crois, les 2 plus belles années de ma vie, quoi. Grâce à tout le monde qui lit ce livre et qui le fait vivre, quoi. Voilà, là je rencontre pas mal de... Je dis pas de collègues, parce que mes collègues, c'est mes collègues ouvriers, c'est pas les gens qui écrivent des livres, c'est pas des collègues, enfin, il y a des gens que j'aime beaucoup, mais c'est pas des collègues avec lesquels on a trempé dans le bordel. Oui, il y a effectivement des gens qui se plaignent parce qu'ils sont fatigués, parce que il y a des librairies qui sont pas assez prestigieuses, parce que les trucs sont loin, parce que il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils sont obligés de dormir chez l'habitant. Ils préféreraient être à l'hôtel. Tu te rends compte? C'est compliqué de dormir chez l'habitant. Pas mal chez Christine. Non, mais tu vois, le milieu d'édition, c'est un milieu qui est comme ça.
Et moi, j'ai la chance que ce succès-là m'arrive à 40 ans. Tu vois, il y a des gens qui ça arrive à 20 ans et qui gravitent là-dedans depuis 20 ans et qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, quoi. Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et qui s'imaginent être des stars. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Je crois que la vérité, elle se fait vraiment avec les lecteurs et avec les rencontres. Et ce bouquin-là, qui est pas dans c'est une très belle maison d'édition, la Table Ronde, que moi j'adore dans ses collections, mais c'est pas non plus la Blanche de Gallimard ou Grasset. Enfin, tu vois, on peut pas dire que c'est une maison d'édition qui a machine de communication. Non. Puis tu vois, sur les prix littéraires que j'ai reçus, le Grand Prix RTL. Le Grand Prix RTL Lire, c'est un truc de fou, c'est que c'est 20 librairies en France, 5 lecteurs chacun, une voix, un vote. C'est-à-dire que c'est un prix de lecteur. Tu peux pas suspecter la Table Ronde, déjà ils n'ont pas de sous, mais de renvoi d'ascenseur en disant j'ai pas eu le prix l'an dernier, est-ce que tu peux me le filer cette année parce que ceci... Dépression. Etc. Non, c'est un vrai prix de lecteur, quoi. Et t'imagines un prix de lecteur là-dessus, quoi. Sur un premier roman, qui est déjà pas mon premier, parce que j'en ai écrit un avant, et qui est pas non plus spécialement un roman non plus. Ça va, quoi, tu vois, c'est... Donc, c'est même pas une fraîcheur, c'est juste... Ouais, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire tous les jours, quoi. Et qu'il y a 30 personnes à mon anniversaire tous les jours. Sans déconner. Enfin, c'est... Bon, on va boire un verre pour ton anniversaire. Et puis, on veut te remercier énormément. C'est moi. D'être venu à Puget. Merci beaucoup. Il y a un détecteur de fumée au musée du jouet ou pas? Oui, dans le couloir. Plutôt dans le couloir. Donc on va passer au temps des emplettes, de la dédicace et puis du verre de l'amitié qu'on va prendre tous ensemble. Je vous rappelle juste les rendez-vous de demain. Oui, mon hôtel, s'il te plaît. Mais juste voilà. Les rendez-vous de demain de 10h à 12h30 à la librairie L'Ivresse, notamment si vous voulez peut-être avoir une discussion plus personnelle. Et puis l'auberge espagnole littéraire. Ah, ça va être bien, on va parler des bouquins qu'on aime, donc ça faut venir. À 19h. Parce que j'arrive beaucoup mieux à parler des bouquins que j'aime que de mon propre bouquin, donc voilà, ça va venir. Alors. Si je comprends bien, tu as tout dit là, parce que le public va poser des questions. Ah, ben non. Il est un peu frustré. Là, on va avoir le temps. Non, je viens poser à lui. Alors, moi, je vais faire ça.